Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Plus de 2 millions d'élèves finalistes de l'école primaire ont débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national les épreuves certificatives de l'examen national des fins d'études primaires à Kinshasa. Tout comme à l'intérieur du pays, les élèves rencontrés disent être satisfaits. Les détails dans cette édition d'information. Sur le plan sécuritaire, la PNC interdit aux éléments de l'ordre les ports d'armes en dehors des heures de service, annonce faite par le général Blaise Kilimbalimba au commandant des unités de la police nouvellement installées dans la capitale congolaise. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Lancement ce lundi 3 juin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves certificatives de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP édition 2024. Au total, c'est plus de 10 millions d'élèves qui prennent part à cet examen des fins des cycles primaires. Les finalistes qui ont débuté ce lundi avec les épreuves des français et la culture générale prévues pour une durée de 2 jours. L'ENAFEP va clôturer ce mardi 4 juin 2024. En Ituri, c'est plus de 49 000 élèves qui ont participé à l'ENAFEP répartis dans 133 centres d'examen constitués des 1300 écoles. Ces épreuves de 2 jours ont été lancées ce lundi 3 mai à Bunia par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raous Chalué. Des 44 000 à 49 000, l'ENAFEP édition 2024 a connu une participation massive avec plus de 5 000 élèves de plus par rapport à l'année passée. C'est la suite à l'amélioration de la situation sécuritaire en province de l'Ituri, explique le chef des divisions de la province éducationnelle Ituri 1, M. Jean-Jacques Massumbu. Bon, vous savez que la paix est en train de s'asseoir presque partout. Et Rumu qui avait de sérieux problèmes, je ne sais pas pour Mambasa, la paix commence à s'asseoir. C'est ainsi qu'il y a eu un peu d'augmentation par rapport aux effectifs. Et c'est suite à l'effort personnel du comité provincial de sécurité, le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres. Bon, le chef d'État lui-même qui ne ménage aucun effort pour que Ituri découvre la paix. Et le leadership des uns et des autres permet à ce que les effectifs galopent à tout moment. Une satisfaction totale pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raous Chalué, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves sur toute l'étendue de la province. Le chef de l'État qui a fait que l'enseignement soit gratuit. Et vous avez vu vous-même que tout le monde, surtout les élèves, sont là, prêts pour terminer l'école primaire, pour aller à l'école secondaire. Satisfaction totale, surtout qu'il y a le calme partout là où nous sommes passés. C'est les 100% que je veux tous les élèves de la province. Notant que le premier jour de ces épreuves est consacré à la culture générale et le français. Le deuxième sera axé sur le mathématique et les sciences. Notant que le vice-gouverneur policier a visité quelques centres pour se rassurer que les élèves passent ces épreuves dans de bonnes conditions. Pour rappel, plusieurs élèves ont repris le chemin de l'école dans des zones jadis inaccessibles suite à l'activisme des groupes armés, mais en séjour complètement pacifié grâce à l'état de siège sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Dans le même chapitre à Kinshasa, dans la capitale congolaise, quelques finalistes du primaire rencontrés devant leur centre d'examen se disent satisfaits après ce premier jour de preuve. Ils espèrent finir ce cycle avec de très bons résultats. Ils étaient tous enthousiastes après ces premiers jours d'épreuve pour l'examen national des fins d'études primaires. Quelques élèves finalistes rencontrés devant un centre des passations d'examen dans la commune de Lagombe à Kinshasa expriment leur soulagement. Ça s'est passé bien parce que j'avais révisé pendant plusieurs semaines. Donc j'ai trouvé ça facile, c'était pas comme pour les autres qui ont trouvé ça difficile. Au début j'étais stressée, j'avais peur. Mais quand j'ai vu que c'était un peu difficile, je me suis ressaisie. Après, j'ai trouvé ça facile parce que j'avais révisé.
J'ai retenu là où on avait demandé d'écrire 822 en lettres. Ils s'attendent tous à des bons résultats après ces examens. Oui, j'en suis sûr et certain, je vais réussir. Je vais passer en 7e au collège Boboto. Papa, j'ai bien fait l'examen, j'ai bien fait l'ENAFEP, je suis sûre que je vais réussir et que je vais passer en 7e. Maman, papa, je suis sûre que je vais réussir. Et aussi, je suis sûre que je vais passer en 7e. Et je vais prendre 63. Papa, maman, je suis sûre que j'ai bien travaillé, je vais réussir aussi. Au total, plus de 2 117 000 élèves participent aux épreuves de l'ENAFEP édition 2024 qui va se clôturer ce mardi 14 juin sur toute l'étendue du territoire national. Et dans un autre chapitre à présent, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le week-end dernier une invitation officielle de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour participer à une conférence internationale sur la forestation et le reboisement. C'est la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondo, qui a été porteuse de cette invitation et a précisé que les discussions entre les deux parties ont également abordé la préservation de l'environnement, la gestion des forêts et la coopération étroite entre les deux nations. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mont-Galema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. Et la ministre d'État, ministre de l'Environnement, du Développement durable a lancé ce lundi 3 juin 2024 au chapiteau de Pullman de Kinshasa les travaux de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Dans son discours d'ouverture, F. Bazaïba a appelé les uns et les autres à concilier les besoins de l'oxygène et celui de pain qui représente la survie des populations qui vivent dans la forêt. Reportage. Plus
de 500 participants venus des pays du bassin du Congo et de l'Europe sous la co-facilitation française et gabonaise vont réfléchir sur les mécanismes innovants de la préservation et la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo. Après les mots de bienvenue prononcés par Benjamin Touarambe, secrétaire général à l'environnement, les co-facilitateurs des républiques françaises et gabonaises, notamment les ambassadeurs Dr Aurélie Flore Kumba et Christophe Gouillou, ont dans leurs mots planché sur les enjeux et perspectives du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Tous nos opérateurs sont mobilisés auprès des États d'Afrique centrale pour soutenir la préservation des forêts du bassin du Congo, appuyer le développement économique de la sous-région ou encore soutenir le développement de nouvelles connaissances scientifiques. Le docteur Honoré Tabouna, ministre à l'Environnement, Ressources naturelles, Agriculture et Développement rural de la CEAC, autant Madame Arkadi Minguinga Dumba, ministre de l'Environnement, du Climat et Conflits Hommes-Femmes du Gabon, ont salué la tenue de ces assises en RDC qui devront déboucher sur les perspectives prometteuses pour une gouvernance forestière bénéfique pour les populations et booster les développements économiques. Prosper Dodiko, ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, qui fait office du président du Conseil des ministres de la Comifac, a appelé à la synergie d'action entre les pays du bassin du Congo et de mettre tout en œuvre pour relever les défis qui s'imposent à la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Pour son mot d'ouverture, la ministre Eve Bazaïba a appelé les parties prenantes à concilier le besoin de l'oxygène et celui de pain qui représente, selon elle, la survie des populations. Cependant, nous devons concilier le besoin de l'oxygène et le besoin du pain. Le pain qui représente la survie de nos populations qui vivent dans la forêt et qui se nourrissent, qui survivent des forêts. C'est-à-dire, les forêts constituent leur garde à manger, leur santé, leur pharmacie, je voudrais dire, et bref, leur vécu quotidien. Ainsi, à l'aube de la transition énergétique, la mobilisation des financements innovants devrait se focaliser sur les modes de développement économique décarboné, c'est vrai, en tenant compte bien entendu des priorités et besoins des populations à la nouvelle donne du climat. Parce que ces populations, non seulement elles sont propriétaires, mais aussi gardiennes de ces forêts. Il faut noter que cette réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo se déroule en 3 segments avec des événements parallèles organisés par les différents partenaires et organisations et œuvrant dans la préservation et la gestion des forêts du bassin du Congo. Et le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, interpellé à l'Assemblée provinciale par les députés provinciaux en vue d'éclairer les différentes zones d'ombre. C'est ainsi que la plénière a accordé un délai de 8 jours à ses mandataires publics pour se présenter devant les élus provinciaux pour fournir des éléments, des réponses. Il est notamment reproché au directeur général de la DGRK une gestion opaque et des mauvaises conditions salariales des agents. On en a marre d'avoir une société provinciale ou une entreprise provinciale qui ne fait que produire les individus au lieu de produire la ville de Kinshasa. Nous avons retenu plusieurs griefs contre lui. Alors on s'est dit non, il faut qu'il vienne répondre de ses actes, donner des explications par rapport à la gestion de cette entreprise et à la politique qu'il a infligé dans cette politique et dans cette entreprise-là. Mais retenez 2 ou 3 choses sur les 20 que nous avions reprises plutôt dans notre interpellation. Nous reprochons une gestion opaque des recettes. Nous reprochons aussi une distribution non équitable, c'est-à-dire même avant de parler même de la distribution, il y a eu une très grande échéance que la DGRK n'a jamais réalisée de 90 milliards, mais nous ne voyons pas où cet argent est parti et à quoi ça a servi. Et pire, les agents qui ont mouillé les maillots pour pouvoir mobiliser ces recettes-là ne sont pas encore primés jusque-là. Alors ce n'est pas normal. Et vous allez constater que dans notre interpellation, nous avions prévu beaucoup de griefs
en concernant les plaques des motos, les conditions salariales, il y a même des montées en grade, beaucoup de choses que nous avions reprises là. Et il devra venir répondre d'abord. Et c'est à l'issue de ces réponses que nous allons nous décider, nous qui sommes l'organe suprême de l'Assemblée provinciale. Je l'ai dit dans les titres, le numéro 1 de la police nationale congolaise a interdit aux éléments de l'ordre les ports d'armes en dehors des heures de service. Le général Blaise Kilimbalimba l'a dit au cours d'une causerie morale ce lundi 3 juin avec les commandants des unités de la police nouvellement installées à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. L'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. Pour aujourd'hui, il était question de ranger nos hommes en ordre de bataille. C'est qu'il y a eu une mise en place partielle et l'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. L'objectif, c'est d'avoir les résultats sur le terrain. C'est d'avoir une police qui répond aux besoins de la population. C'est ainsi que nous avons pris tout notre temps dans le cadre de la formation continue de rappeler toutes les instructions qui ont été données afin de restaurer l'autorité de l'État. Il s'est agi entre autres de la lutte contre les nuisances sonores, aussi des marchés pirates, et nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des services, de rester dans les casernes et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, c'est-à-dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Là, il a fallu que nous puissions insister. Et voilà tout pour cette parade de causerie morale d'aujourd'hui. Heureusement, vous avez bien dit, vous avez souligné que par certains, vous savez, les brebis galaises ne manquent jamais dans une société. Mais l'essentiel pour nous, c'est que, en gros, les commandants ont bien reçu la mission et s'appliquent à ma grande satisfaction. Quand vous voyez les patrouilles mixtes qui s'opèrent, qui s'organisent, quand vous voyez certains quartiers où il faisait grand bruit, il y a du calme, il y a de quoi dire que bon nombre de commandants. Dans le reste de l'actualité, chose promise, chose due, le service national a officiellement remis à l'université de Kinshasa un lot de 500 bancs, œuvre des anciens Kuluna urbains transformés en bâtisseurs de la République à Kanyama-Kassese. Le lot restant sera remis progressivement chaque semaine, une dotation du service national vivement saluée par les recteurs de l'université de Kinshasa. Ces 500 bancs remis officiellement à l'université de Kinshasa par le service national fait partie du premier lot sur les 2000 qui doit bénéficier la colline inspirée. Avec 5 places assises à chacun, ces bancs sont fabriqués par des jeunes Congolais, jadis Kuluna, transformés en bâtisseurs. Ces dons remis en personne par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne des distributions des bancs dans les écoles, les établissements universitaires et instituts supérieurs du pays, initiés par le président Félix-Antoine Tshisekedi. La cérémonie de ce jour, comme nous l'avons dit, marque les débuts d'un vaste programme de dotation ou de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre, et qui prendra 1 ou 2 ans, jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Le recteur de l'université de Kinshasa a eu des mots justes pour remercier le service national, mais aussi le président de la République. Nous sommes heureux d'accueillir les artisans de ce véritable changement de mentalité. Vous savez comme moi que le service national, c'est la remise à niveau sur le plan tant moral, mental, physique, etc., des anciens Kuluna, des laissés pour compte, qui aujourd'hui servent la nation en commençant par la distribution de bancs. Distribuer des bancs,
c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira, l'homme est totalement transformable. Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons, l'Université de Kinshasa, scelle, signe, actualise avec le service national. À noter que le restant des bancs sera remis progressivement chaque semaine. Avant l'ex-université de Lovanium, l'école Mokengeli dans la commune de Lemba était également bénéficiaire de ces ouvrages. Clôturons ce journal par cette nouvelle en sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur stage de préparation à Rabat au Maroc pour le match de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur place, au Royaume chérifien, 21 joueurs présents dont la tanière ont participé à la nouvelle séance d'entraînement ce lundi avec l'arrivée de Charles Piquel dans Dilia Batumbisika et Aaron Chiboula. Mais pour les sélectionneurs de la RDC, le match contre les Sénégal et les Togo sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Bon, comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces deux matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Bon, mais c'est là mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain, en termes de chaleur également pour se préparer au mieux. On a nos habitudes aussi, c'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage, donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant on est à la 4e séance de stage, ça se passe très bien. Non, on est professionnels, les équipes, vous savez, surtout les sélections, hein, on se retrouve que trop peu dans l'année. Après, on est tributaire de l'activité de nos joueurs en club. Là, ils sont blessés. Ça va donner la possibilité à d'autres de pouvoir se montrer, même si effectivement, c'est des joueurs qui sont importants pour notre sélection, mais on n'a pas le choix. On doit faire avec. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.